Parenthèse managériale. Un rendez-vous proposé par la Maison du Management en partenariat avec Media Meeting et Courrier Cadre. Le portrait. Je suis Agnès Rambaud et je suis vice-présidente exécutive du cabinet des enjeux et des hommes. Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Je suis Martin Richer, j'ai fondé et je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Management et RSE. « 5 heures du matin parce que je suis très matinale. Midi parce que c'est l'heure du repas. Plutôt le rouge. Je partage le rouge avec Agnès. Agir. Et moi, inspiré de cette façon, j'inspire Agnès qui, elle, agit. Alors si c'est dans l'enfance, il faut que j'aille le chercher, je dirais la fée Clochette, parce que je trouve qu'elle arrivait à faire des miracles de manière très légère. Moi j'ai 3 héros, ce sont les 3 mousquetaires. Je passe mon tour, non. Je vais réfléchir, je vais laisser Martin parler d'abord, non? Le film Rouge qui explique le mouvement révolutionnaire. J'aurais du mal à choisir parce que je suis très cinéphile. Alors j'aime beaucoup une devise qu'il faut rendre à Margaret Mead, qui consiste à dire que même un petit groupe d'individus arrive à faire changer le monde. Une devise, agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Enfin, moi j'ai l'impression que je dois beaucoup à Pierre Rabhi, qui nous a inspirés quand on a monté le cabinet et qui continue toujours de nous étonner avec une longueur d'avance malgré son grand âge. Nelson Mandela, un homme qui a été patient, qui a passé beaucoup d'années en prison, qui savait pourquoi il était en prison et qui ensuite a su agir. Je dirais aujourd'hui l'art d'engager, l'art d'inspirer. J'ai passé 3 fois 12 heures avec le fondateur de la Maison du Management, Philippe Détry, à essayer de trouver une définition et nous sommes finalement arrivés au bout avec l'idée que le management, c'est l'art d'atteindre un objectif avec une équipe sans laisser personne de côté. Engager. Engager, ça me va très bien aussi. Parole d'expert. Pourquoi est-ce qu'on a décidé avec Agnès de vous parler aujourd'hui de la raison d'être transformative ? Tout simplement parce que même si la loi Pacte est encore très récente, il y a eu un effet d'engouement. Donc beaucoup d'entreprises ont publié leurs raisons d'être et malheureusement on constate que souvent ces raisons d'être ne sont pas justement transformatives. En d'autres termes, ça n'imprime pas, ça ne change pas le réel, c'est une simple incantation ou une proclamation. Beaucoup d'entreprises considèrent que leur raison d'être n'est pas véritablement un facteur d'entraînement et donc c'est dommage. À quoi sert une raison d'être si elle ne parle pas à ses parties prenantes et si elle ne leur donne pas envie de s'embarquer dans le projet de l'entreprise? Pourquoi faire une raison d'être si on n'a pas l'ambition que ce soit un phare de long terme qui guide les activités de l'entreprise? D'où le terme de raison d'être transformative au sens où on a l'ambition, nous, avec nos clients bien entendu, d'aboutir à une raison d'être qui change les comportements, qui change les process de l'entreprise, bref, qui a une incidence. D'où les 5 conditions qu'il faut réunir pour progresser vers la raison d'être transformative. Donc on se propose avec Agnès de les passer en revue, savoir de quoi on parle, positionner le niveau d'ambition, embarquer toutes les parties prenantes, formuler des engagements. Pour nous, il n'y a pas de raison d'être sans engagement associé. Et puis anticiper le déploiement, parce que à quoi ça sert d'avoir une raison d'être si elle reste à l'état d'un communiqué de presse, si elle n'est pas déployée dans l'ensemble de l'organisation. Donc on peut commencer par le premier point, savoir de quoi on parle. Là, je vous propose 3 exemples. On a pris 2 exemples américains et un exemple français. Donc dans le cas des États-Unis, c'est ce qu'on appelle le corporate purpose, qui est tout à fait l'équivalent de ce qu'on appelle en France la raison d'être au sens de la loi Pacte. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 exemples qui sont extrêmement généraux, et pourtant ce n'est pas n'importe qui. Zappos est reconnu comme étant une des entreprises les plus innovantes
aux États-Unis, ils ont tout fait, l'holacratie, l'entreprise libérée, l'agilité, le lean management. Bon, et ils ont une raison d'être qui est vraiment très bateau, que n'importe qui pourrait porter. Procter & Gamble, qui est censé être une entreprise qui sait parfaitement définir sa valeur ajoutée, hein, c'est le plus gros investisseur mondial en publicité. Bon, ils ont eux aussi une raison d'être qui pourrait s'appliquer à n'importe qui, ou en tout cas à n'importe qui commercialise des biens de consommation. Et puis, eh ben, on a un exemple plus français, hein, notre cher et vaillant Crédit Agricole, qui nous dit agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Ok, qui est-ce qui dirait le contraire? Donc, la raison d'être n'est pas, ou en tout cas ne doit pas être seulement un acte de communication. Avec Agnès, on n'a rien contre la com. Hein. La com, c'est bien, c'est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour transformer. Alors voilà par exemple l'exemple de petits bateaux que vous voyez ici, du côté des générations futures depuis 1893. C'est très joli, ça nous a fait beaucoup rire, hein, c'est de l'humour, c'est bien vu, parce qu'effectivement, Petit Bateau fait des vêtements pour enfants, ils ont été créés en 1893. Donc joli slogan, mais absolument pas une raison d'être. Pourquoi c'est pas une raison d'être? Parce que ça n'est pas du tout comme ça que l'entreprise peut contribuer aux enjeux sociaux, sociétaux, économiques, sectoriels, environnementaux qui l'entourent. Et la raison d'être, c'est bien ça. C'est la façon dont on contribue aux enjeux qui entourent l'entreprise. C'est aussi la raison pour laquelle on est là, ce qu'on veut apporter en termes de valeur ajoutée. De la même façon, Swiss Life, permettre à chacun de vivre selon ses propres choix. Alors si mes choix, je suis un citadin avec un niveau de revenu relativement élevé, donc si mes choix c'est d'avoir un énorme SUV qui pollue un maximum pour passer du 16e au 15e arrondissement, bah, c'est mes choix, donc c'est très bien, Swiss Life est d'accord et Swiss Life m'encourage dans mes choix. Donc encore une fois, est-ce que c'est une raison d'être? Non, c'est une jolie phrase qui flotte dans l'air mais qui n'imprime pas. D'où notre approche, qui est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le purpose washing, hein, par analogie avec ce qu'on appelle le greenwashing, le social washing, c'est-à-dire des approches qui sont des prétextes, hein, où à peu de frais, certaines entreprises veulent surfer sur la vague de la raison d'être en étant la première de leur secteur d'activité ou en ayant une raison d'être qui parle plus blanc que les autres, on parle haut, on parle fort, on met durable, on met soutenable dans une phrase, et puis il ne se passe rien derrière, il n'y a pas d'engagement concret, et donc c'est ce qu'on appelle le purpose washing, qui consiste simplement à proclamer des déclarations de bonnes intentions, alors qui certes ont de l'intérêt, mais qui n'ont pas d'incidence dans le réel. Aujourd'hui, Martin, on recense combien de raisons d'être à peu près dans le SBF 120 par exemple? Agnès pose la question parce qu'on a passé un certain nombre d'heures ensemble à recenser toutes les entreprises. Alors on en a trouvé, alors globalement, puis je parlerai du SBF 120 après, mais globalement, on a recensé 175 raisons d'être. Donc 175 entreprises, pas forcément grandes, mais qui ont au moins fait un communiqué de presse pour informer leur entourage, leurs parties prenantes de la raison d'être qu'elles ont définie. Bon, sur les 175, il n'y en a qu'une petite quarantaine que nous estimons être des vraies raisons d'être, c'est-à-dire des énoncés qui se traduisent par un certain nombre de points concrets qu'on verra tout à l'heure, mais qui en tout cas répondent à la question du pourquoi l'entreprise est là. Et effectivement, pour répondre à la question sur le SBF 120, il y a à peu près la moitié, donc une soixantaine d'entreprises, hein, puisqu'il s'agit des 120 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, donc ça peut être à la Bourse de Paris, sur Euronext ou une autre place financière française. Donc sur les 120, il y en a à peu près 60 qui ont défini leur raison d'être. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 120, il n'y en a que 8 qui sont allés un cran au-dessus et qui ont inscrit leur raison d'être dans les statuts de l'entreprise, comme le recommande la loi Pacte. Donc ça montre qu'aujourd'hui, la raison d'être est plutôt utilisée comme un outil de communication. Alors ce n'est pas vrai pour tout le monde, hein, heureusement, il y a de brillantes exceptions, et on va vous en donner quelques-unes, on va vous parler d'exemples concrets, mais quand même, pour l'essentiel aujourd'hui, c'est beaucoup un exercice de communication. Et si on ne va pas jusqu'au stade de l'inscrire dans les statuts, ça veut dire que l'entreprise ne se sent pas véritablement engagée par ce qu'elle dit dans sa raison d'être. Donc on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir pour passer de la raison d'être à la raison d'être transformative. On pourrait même inviter les personnes qui nous écoutent à se rendre sur le site de Leplay, qui est un cabinet d'avocats et qui recense en permanence toutes les raisons d'être qui sont publiées. Leplay.com, je crois. Donc voilà, on a ici quelques chiffres, parce que ça n'est pas qu'en France, hein.
le mouvement de la raison d'être est poussé par la loi Pacte en France, mais la France n'était pas spécialement innovante et en avance sur ces questions-là. Paradoxalement, c'est les pays anglo-saxons qui étaient plutôt en avance, notamment les États-Unis, qui ont 5 statuts, le Special Purpose Business Corporation, etc., plusieurs statuts qui permettent de marier un objectif économique, faire du profit, et un objectif de nature sociale, sociétale ou environnementale. On a mis ici l'exemple de UK avec un petit organisme d'études très intéressant qui montre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un corporate purpose, qui est l'équivalent de la raison d'être, mais que très peu ont un plan d'action qui est attaché à ce corporate purpose, qui vise à transcrire ce corporate purpose dans la réalité des choses. Bon, et en France, je vous ai dit, c'est vrai aussi pour le CAC 40, on en a 50% qui ont qui ont défini leur raison d'être. Alors, définition officielle, parce que c'est toujours bien de savoir de quoi on parle. Alors, on trouve des choses intéressantes dans le rapport Nota-Sénard, qui a joué un rôle absolument majeur d'inspiration de la loi Pacte. Dans le rapport Nota-Sénard, on nous dit que la raison d'être, c'est un guide pour les décisions importantes, c'est une notion de long terme et ça donne corps à la fiction juridique que représente l'entreprise, puisque je rappelle que dans le droit français, on ne connaît pas la notion d'entreprise. L'entreprise n'existe pas. En droit, donc la raison d'être est attachée à la notion de société, qui est l'enveloppe juridique de l'entreprise, mais qui ne suffit pas à définir l'entreprise. Et puis dans la loi Pacte, eh bien, on trouve quelques données, le motif, la raison pour laquelle la société est constituée, donc finalement la finalité de l'entreprise qui lui donne le sens du long terme, et puis également cette notion de doute existentiel fécond qui a ravi les juristes qui ont vu là une bonne source d'honoraires pour les années qui viennent. Voilà, donc finalement, il y a peu de définitions vraiment opérationnelles, vraiment concrètes dans le rapport Nota-Sénard ou dans la loi Pacte, et c'est pourquoi avec Agnès, quand on a commencé notre démarche, puisque on s'est associé, nos 2 cabinets, des enjeux et des hommes et management et RSE, pour accompagner les entreprises sur cette question de raison d'être, et puis éventuellement un peu plus loin pour celles qui souhaitent se transformer en société à mission. Et donc on a accompagné, ou on accompagne en ce moment, ensemble, une vingtaine d'entreprises, un peu de toute taille. Ça va de très grandes entreprises comme le groupe La Poste à des entreprises de taille plus modeste, comme Maison du Monde par exemple, et bien d'autres. Donc on accompagne ces entreprises, donc il nous fallait une définition un peu plus concrète qui parle à des managers. Parce que pour nous, la raison d'être, ce n'est pas juste une affaire de gouvernance, comme le prétendent certains, c'est aussi une affaire de management. Parce que si les managers ne se saisissent pas de la raison d'être, elle restera à l'état d'une magnifique phrase sur laquelle les administrateurs se sont mis d'accord. Que la raison d'être fait le pont entre les racines historiques de l'entreprise, sans doute les motivations initiales des créateurs de l'entreprise. Ceux qui ont créé l'entreprise, peut-être que certains d'entre eux l'ont fait juste pour gagner plein d'argent et aller prendre leur retraite à 40 ans à Miami, mais en général, les créateurs d'entreprise, et certains d'entre vous en sont, les créateurs d'entreprise ont des objectifs très concrets. Revitaliser un bassin d'emploi, par exemple, créer des emplois dans tel domaine, amener un nouveau produit sur le marché, innover dans tel ou tel domaine, proposer quelque chose d'original. Donc il y a toujours une intention initiale et parfois, au fil de la succession des générations de managers et de dirigeants, ces vocations initiales ça s'est sédimenté finalement et on l'a perdu de vue. C'est toujours intéressant de faire un petit exercice d'archéologie, on prend notre ruelle et puis on pousse la poussière et on essaye de retrouver les intentions initiales. C'est toujours très fertile. Et c'est le pont donc entre ça et puis le futur désirable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 15 ans, puisque la raison d'être a une vocation de long terme, elle va bien au-delà d'un plan stratégique. Aujourd'hui, les plans stratégiques dans les entreprises, c'est 3, 4, 5 ans maximum, mais rarement au-delà. Donc la raison d'être, elle vise à 10, 15, 20 ans plutôt. Danone, par exemple, a créé sa raison d'être au début des années 2000, donc elle a 20 ans maintenant et elle les a accompagnés pendant toute cette période et j'espère que ça continuera encore quelques temps pour faire référence à l'actualité récente. Voilà, donc les enjeux, l'idée de faire le pont entre les racines historiques de l'entreprise et le futur désirable, là où elle veut aller, et puis enfin, en impliquant ses principales parties prenantes, parce que ça, Agnès l'approfondira tout à l'heure, mais pour nous, c'est essentiel. Il n'y a pas de raison d'être s'il n'y a pas un écho de la part des parties prenantes.
On parle beaucoup de RSE. Dans RSE, la première lettre, c'est responsabilité. On n'est pas responsable tout seul. On est responsable devant ses parties prenantes. Et donc la raison d'être doit être, à notre sens, formulée avec les parties prenantes, en les mettant dans le bain, en les impliquant dans la définition et ensuite dans le suivi de l'exécution de cette raison d'être. Voilà. Et du coup, je disais tout à l'heure que toutes les raisons d'être qui ont été communiquées en France n'en sont pas forcément, et celles qui n'en sont pas sont celles qui ne sont pas allées au centre de ce petit schéma qui est inspiré du travail de Simon Sinek, qui est un communicant, qui nous explique qu'il y a 3 façons de définir une entreprise. On peut la définir par le quoi, voilà ce qu'on fait. On est une entreprise, on est Apple, on fabrique des ordinateurs, des tablettes, des smartphones. On peut la définir aussi par le comment. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Je suis Apple, mais moi, c'est pas comme IBM. Moi, je suis très convivial, etc. Donc, on met en avant sa singularité, ce qui fait qu'on est différent de nos confrères. Et puis, il y a le pourquoi. Et la raison d'être, c'est la réponse au pourquoi. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Quelle est l'essence de notre entreprise? Sa finalité profonde? Qu'est-ce qu'on veut apporter? C'est ça qui définit véritablement, profondément, une entreprise. Or, beaucoup de raisons d'être, sur les 175 dont j'ai parlé, il n'y en a qu'en gros une quarantaine qui répondent vraiment à la question du pourquoi. Les autres se contentent de traiter le quoi et ou le comment, mais sans rentrer dans le vif du sujet qui est le pourquoi, qui lui est plus difficile, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Tout le monde chez Apple est d'accord pour dire qu'on fait des ordinateurs, des tablettes et des smartphones, mais si vous vous dites pourquoi vous le faites, alors là on va voir qu'au sein du conseil d'administration, au sein du COMEX, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Les managers ne seraient peut-être pas très heureux de savoir quelle est la réponse qui est donnée à cette question, ou en tout cas, ils aimeraient certainement être consultés. Donc c'est plus difficile de répondre à la question du pourquoi. Mais si on ne le fait pas, on passe à côté de sa raison d'être. Ça, pour nous, c'est ça. Savoir de quoi on parle, c'est avoir compris que la raison d'être doit être transformative, avoir compris qu'elle répond à la question du pourquoi. Alors pour faire ça, concrètement, dans les missions que l'on fait avec des enjeux et des hommes, eh bien, on passe pas mal de temps à faire de la pédagogie, parce qu'effectivement, la raison d'être, c'est un sujet qui est totalement neuf, totalement émergent, donc les choses se créent en avançant. Donc on fait passer beaucoup d'informations, on fait des débats, on informe les dirigeants, les conseils d'administration, ce qu'on appelle les contributeurs, c'est-à-dire le groupe humain qui va être à la manœuvre pour nous aider à créer, à définir la raison d'être, et puis les parties prenantes internes et externes avec qui on entretient un dialogue très riche. Moi, je trouve que c'est un point très important sur lequel on peut peut-être insister, parce qu'il y a beaucoup de chantiers raison d'être ou sociétés à mission qui démarrent sans que les managers soient alignés sur l'exercice qui va être conduit. Si certains d'entre vous sont pilotes de ce type de projet, je trouve que ça vaut vraiment le coup de préparer le terrain. Alors, on a montré ici un visuel de ce qu'on appelle, nous, avec Martin, un pré-read, mais qui est un document qu'on envoie à chacun de ces acteurs pour les préparer, notamment aux ateliers. Une bonne pratique pourrait être, par exemple, de s'y prendre plusieurs mois à l'avance et d'alimenter des dirigeants avec des revues de presse régulières. Vous avez vu qu'il y a une grande littérature sur ces questions de raison d'être et de société à mission dans la presse, sur les réseaux sociaux. Donc plus vous les alimentez, plus vous aidez ensuite à ce que le projet tienne vraiment la route. Et effectivement, il faut mettre dans le coup les managers. En fait, une raison d'être qui fonctionne bien, c'est une raison d'être qui est portée par la ligne managériale, du sol au plafond et inversement. Donc ça veut dire qu'il y a bien sûr la gouvernance, les organes de gouvernance, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, mais il y a aussi les dirigeants, le COMEX, le CODIR, etc. Il y a les managers intermédiaires, les managers qui gèrent des managers, les managers de proximité. Bref, tout le monde doit être capable à son niveau de réinterpréter la raison d'être et de dire voilà, cette raison d'être, voilà ce qu'elle signifie pour moi vis-à-vis de mon équipe, la façon dont j'anime mon équipe, voilà ce que signifie concrètement la raison d'être. C'est ce qu'on appelle une raison d'être incarnée, c'est-à-dire vivante. Voilà, donc ça c'était le premier point, savoir de quoi on parle. Et deuxième point qui est majeur pour aller vers une raison d'être transformative, c'est-à-dire une raison d'être qui implique les acteurs et notamment toute la chaîne managériale, c'est savoir positionner le niveau d'ambition. On a parlé tout à l'heure du purpose washing, donc la raison d'être lave plus blanc. Donc il faut très clairement, au début de la démarche d'expression de sa raison d'être, que l'entreprise sache où elle veut aller. Est-ce qu'elle veut
se contenter de faire un exercice de communication. Et pourquoi pas, hein, ça peut être tout à fait louable. Déjà, ne serait-ce que de réfléchir à ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on veut être demain, c'est déjà un exercice qui peut être extrêmement fertile, extrêmement prometteur. Donc pourquoi pas? Mais ça peut vouloir dire aussi qu'on peut attendre de la raison d'être d'aller beaucoup plus loin et notamment de vertébrer la politique de l'entreprise, de devenir véritablement une sorte de guide qui oriente les comportements des salariés, des managers à tous les niveaux dans l'entreprise. Et ce niveau d'exigence, il faut le choisir au départ, parce que si vous donnez l'impression que vous voulez aller vers quelque chose de très structurant, vous allez créer de l'enthousiasme, tout le monde va s'y mettre, et puis qu'à la fin, on constate que la raison d'être n'est pas très ambitieuse, qu'elle ne dit pas grand-chose des ambitions réelles de l'entreprise, vous allez créer de la déception en interne et en externe, chez vos managers, chez vos salariés, mais aussi chez vos clients, chez vos partenaires. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Et de ce point de vue-là, la loi Pacte propose des outils qui sont extrêmement concrets et extrêmement pertinents, qui vous permettent aussi d'ajuster le niveau de structuration de la démarche vers lequel vous voulez aller. Vous voyez, dans la loi Pacte, on a 3 marches d'escalier à franchir. Une première marche qui concerne tout le monde et qui est obligatoire, c'est une nouvelle définition de l'entreprise. Je disais tout à l'heure que l'entreprise n'existe pas dans le droit français, mais au moins la loi Pacte a changé la définition de la société, c'est-à-dire l'entité juridique qui gouverne l'entreprise. Et cette société, c'est plus simplement l'intérêt des actionnaires, comme c'était le cas auparavant. Depuis Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire depuis le Code civil 1804, la loi Pacte est venue ajouter que cette société, elle est gérée dans son intérêt social, c'est-à-dire un intérêt qui dépasse le seul intérêt des actionnaires, en prenant en considération les enjeux sociétaux et environnementaux. Donc ça montre que le prisme s'élargit. La finalité de l'entreprise, ça ne peut plus être seulement de maximiser la valeur pour les actionnaires. Donc si ça n'est plus ça, alors qu'est-ce que c'est ? Donc la marche numéro 2, mais qui elle est facultative, donc personne n'est obligé de définir sa raison d'être, cette marche, elle dit, puisque le but de l'entreprise, la finalité de l'entreprise, ça n'est plus seulement de maximiser la valeur pour l'actionnaire, alors c'est quoi? Et donc à vous de réfléchir. Donc chaque entreprise est incitée, invitée à réfléchir à la formulation de sa raison d'être, qu'elle peut ou non inclure dans ses statuts, incorporer dans ses statuts. Et puis enfin, 3e marche, qui elle aussi est facultative, pour les entreprises qui veulent aller encore plus loin, donc c'est celle qu'on a appelée les pionnières, eh bien on peut se transformer cette fois-ci en société à mission. Et là, vous avez 5 conditions très clairement définies par la loi supplémentaires. Non seulement il faut avoir une raison d'être, mais il faut l'avoir incorporée dans les statuts. Il faut créer un comité de mission avec des personnalités indépendantes, au moins un salarié, qui va chaque année travailler et se prononcer sur la question est-ce que l'entreprise fait ce qu'il faut pour donner vie à sa raison d'être. Vous allez tous les 2 ans accueillir un organisme tiers indépendant qui va venir auditer dans votre entreprise et qui va elle aussi vérifier que effectivement l'entreprise travaille dans le sens de sa raison d'être et des missions qu'elle s'est affectées. Vous voyez, donc c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais il y a des conditions supplémentaires, donc on va un petit peu plus loin. Donc 3 marches d'escalier, une certaine logique, et ce que nous disons avec Agnès, c'est attention, ne vous précipitez pas forcément pour aller directement à la dernière marche, comme beaucoup d'entreprises le font. Vous pouvez très bien commencer tranquillement par réfléchir à vos impacts sur la marche numéro 1. Quels sont vos impacts? Travailler sur les objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple, pour croiser votre stratégie avec les ODD. Vous pouvez ensuite aller vers la raison d'être, la marche numéro 2, puis quelques mois ou quelques années après avoir formulé votre raison d'être, quand vous serez complètement à l'aise avec cette raison d'être, quand vous verrez que vos parties prenantes l'ont bien reçue, et bien dans ce cas-là, vous pouvez passer à la société à mission, mais on peut être très progressif. Sachant que toutes les entreprises n'iront pas vers la qualité de société à mission. Aujourd'hui, la communauté des entreprises à mission, que je vous conseille aussi de suivre sur leur site, vient de publier un baromètre. Il y a 100 entreprises qui ont choisi de revendiquer cette qualité d'ores et déjà. A priori, cela ne concernera que des entreprises qui veulent vraiment mettre leur métier au service d'une mission, mais la communauté pense qu'on pourrait aller jusqu'à compter 10 000 sociétés à mission en 2025, ce qui serait le signe d'ailleurs d'un vrai basculement,
puisque derrière cet engagement, il y a vraiment une notion de transformation du business model. En tout cas, c'est à suivre de près. Se donner le niveau d'ambition, c'est aussi reconnaître qu'un projet qui vise à formuler sa raison d'être, c'est un projet transversal, un projet qui doit être rattaché directement au COMEX en termes de sponsoring du projet. Pourquoi ? Parce que la raison d'être vient en surplomb de toutes les façons alternatives qui existent déjà dans les entreprises pour définir ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons être demain. Par exemple, du côté du marketing, ils ont une plateforme de marque, ou ce qu'ils appellent une marque corporate, qui dit déjà ce qu'on est et ce qu'on veut être demain. Du côté de la RH, ils ont la marque employeur. Elle aussi, elle dit ce qu'on veut être demain, ce qu'on est aujourd'hui. Les stratèges, ils ont le triangle des Bermudes, la vision, la mission, la vocation. Les communicants, ils ont le grand récit, ils ont le manifesto. Bref, la RSE, elle a ses engagements, elle a tout le travail que font les directeurs RSE vis-à-vis des parties prenantes. Donc toutes les fonctions de l'entreprise sont déjà sur la voie de dire voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voulons être demain. Mais la raison d'être, elle met tout le monde d'accord. Elle fait émerger les tensions, les contradictions qu'on peut avoir entre ces différentes formulations, ces différentes visions. Elle met tout le monde d'accord. Donc c'est un projet de comité de direction ou de COMEX, parce que voilà, il faut que tout le monde soit d'accord. Et c'est une erreur, malheureusement beaucoup d'entreprises font cette erreur, de dire tiens, toi, directeur du marketing, tu vas nous faire la raison d'être. Ou toi, DRH, tu vas nous faire la raison d'être. Parce que la raison d'être, dans ce cas-là, elle sera colorée marque employeur dans le deuxième cas, elle sera colorée plateforme de marque dans le premier cas, et elle n'aura pas cette vision 360 degrés qui définit, qui est véritablement constitutive de ce qu'est la raison d'être. Donc, c'est un point important, ça, et on l'affirme, nous, avec beaucoup de vigueur, avec Agnès, on exige le fait qu'il y ait un comité de pilotage, incluant toutes ces fonctions, qui est responsable du projet de définition de la raison d'être, et que toutes ces fonctions soient mises en synergie, en quelque sorte. Il faut en faire la synthèse, finalement, de toutes ces fonctions, et que la raison d'être, c'est un projet d'entreprise qui surplombe l'ensemble qui est transversal à l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et du coup, on peut voir ce que ça donne autour de la pyramide stratégique, qui permet de ranger, finalement, toutes les notions qu'on utilise en RH, en stratégie, en RSE, et la raison d'être, elle est tout en haut de cette pyramide. Elle surplombe la mission, la vocation, les valeurs, elle surplombe toutes les autres notions qui, elles, sont plus court terme, alors que la raison d'être est celle qui a la visée la plus profonde en termes de durabilité, puisqu'encore une fois, une raison d'être, on le fait pour 10 à 15 ans et pas juste pour l'échéance d'un plan stratégique, comme c'est le cas pour la mission ou la vocation, par exemple, qui sont des outils de la stratégie. Sur cet aspect de définir son niveau d'ambition, une autre chose importante, c'est que c'est véritablement une boussole, la boussole du long terme, et ça veut dire que la raison d'être guide l'activité de l'entreprise, mais à l'inverse, c'est aussi des renoncements. On a mis ici l'exemple de Solvay. Bon, Solvay, c'est une grande entreprise de la chimie franco-belge, qui a défini une raison d'être qui est très orientée développement durable, qui est très orientée sur la préservation de l'environnement. Et donc, la conclusion, c'est qu'ils en ont tiré l'enseignement que leur activité autour du PVC, donc du plastique, est peu compatible avec cette raison d'être. Et donc, ils ont fini par se défaire de cette activité parce qu'elle n'est pas fidèle à leur raison d'être. Donc, vous voyez, la raison d'être, c'est à la fois ce vers quoi on veut aller, mais c'est aussi ce à quoi il faut renoncer. De la même façon, quand Danone a défini sa raison d'être comme étant apporter la santé à tous par l'alimentation, vous voyez, l'alimentation n'est qu'un moyen, mais la raison pour laquelle on est là, c'est bien d'apporter la santé à tous. Ils ont fini par considérer que la bière, par exemple, c'est pas génial pour apporter la santé, donc ils ont cédé leurs activités alcool, ils ont cédé leur activité biscuits, et avec l'argent, avec le cash qu'ils ont reçu de ces cessions, ils ont acheté aux États-Unis plusieurs entreprises qui étaient très en avance sur les aspects de la nutrition et très innovantes sur la nutrition. Donc ils travaillent à la fois en cession et en acquisition, ils travaillent dans le sens de leur raison d'être. Voilà, et pour finir sur cette deuxième exigence, quelques outils pratiques. D'abord, il faut toujours impliquer la gouvernance, donc on le fait nous sous forme d'ateliers dans lequel on implique les dirigeants, les administrateurs. Il faut travailler sur plusieurs hypothèses de raison d'être. Nous, on fait travailler ce qu'on appelle le groupe de contributeurs, donc c'est des salariés de l'entreprise qui illustrent un peu tous les niveaux hiérarchiques, toutes les conceptions de l'entreprise, les différentes strates de génération et d'âge.
on les fait travailler ensemble sur la base d'une méthodologie solide. Et du coup, ça nous permet de disposer de 2, 3, maximum 4 hypothèses de raison d'être qui ont des incidences qui peuvent être très différentes. Et donc, on fait travailler les dirigeants sur le choix ultime. Il faut que les dirigeants assument leurs responsabilités. Leur responsabilité, c'est de choisir la raison d'être qui leur paraît la plus fidèle à leur projet de long terme, à la façon dont ils voient l'entreprise se développer. Et puis évidemment, il faut s'appuyer sur le patrimoine RSE de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui est mûre en RSE, donc qui connaît bien ses parties prenantes, qui anime déjà un dialogue riche avec ses parties prenantes, du coup on va beaucoup plus vite pour définir ces différentes hypothèses de raison d'être, on gagne beaucoup de temps. On va enchaîner maintenant sur 3 autres critères de succès. Le premier autour de la notion de partie prenante. Donc il y a un certain nombre de raisons d'être qu'on a vu publiées dans la presse et qu'on a pu challenger, en particulier parce qu'elles ne s'adressaient qu'à la partie prenante client. En l'occurrence, notre recommandation avec Martin, c'est que dès lors que la raison d'être et la contribution de l'entreprise à des grands défis, ou en tout cas aux grands enjeux de son activité, les parties prenantes doivent toutes être impliquées dans la mesure où elles sont expertes des grands sujets sur lesquels l'entreprise doit se prononcer. Il y a un exemple qu'on aime beaucoup qui est celui de Michelin. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui présente la raison d'être de Michelin, qui s'est donné donc pour mission de porter le sujet de la mobilité responsable et qui formule ainsi sa raison d'être, et offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Et on voit que cette raison d'être, elle ne s'adresse pas uniquement aux clients. Certes, les clients, notamment ceux qui louent des flottes auto à Michelin, sont concernés puisque Michelin met en œuvre l'économie de fonctionnalité et passer de la vente de pneus à la location facturée au kilomètre parcouru. Mais cette raison d'être, elle s'adresse aussi aux collaborateurs. L'entreprise a mis en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour accompagner les parcours et donc la façon d'avancer de ses collaborateurs tout au long de la vie dans l'entreprise. Et puis elle s'adresse aussi aux actionnaires ou à la société à travers les missions, les actions que Michelin mène en matière de sécurité routière. Et si je dois synthétiser la façon très opérationnelle dont on peut embarquer les parties prenantes sur la slide suivante dans un projet raison d'être, ça peut se faire à différents moments. Si l'entreprise est déjà très engagée dans la RSE, on peut bien évidemment s'appuyer sur les exercices de matérialité qui ont pu être conduits dans le passé. Et ça, c'est une vraie richesse pour nourrir la réflexion sur la raison d'être. Mais on aime bien aussi, en cours de processus, consulter les parties prenantes, soit internes, soit externes. La façon de les consulter va vraiment dépendre de la culture de l'entreprise. Parfois, on sollicite notamment les collaborateurs tout à fait au démarrage d'un processus. Vous avez peut-être suivi ce que Stéphane Richard, président du groupe Orange, a fait et a initié au démarrage du chantier. Il s'est adressé à l'ensemble des collaborateurs du groupe en leur demandant de poster toutes leurs idées, toutes leurs attentes en matière de raison d'être pour le groupe Orange. Et il a récolté un très grand nombre de suggestions. D'autres entreprises ont consulté par exemple leurs parties prenantes externes également en amont d'un projet. Tu citais tout à l'heure Maison du Monde. On a par exemple conduit un certain nombre d'entretiens qualitatifs pour éclairer les réflexions du COMEX de Maison du Monde sur la raison d'être. Et il y a eu des inputs, des insights très intéressants donnés par exemple par les gens de l'ADEME ou du C3D qui ont été très précieux dans le process. Ce qu'on préfère avec Martin, c'est plutôt consulter les parties prenantes dans un second temps, une fois qu'un groupe de contributeurs a pu déjà explorer le sujet et produire un certain nombre de pistes. On s'aperçoit que c'est souvent beaucoup plus riche. Et donc nous, on préconise de consulter les parties prenantes internes et externes, soit de manière très large avec des outils digitaux, soit en entretien individuel, plutôt dans une deuxième partie du process. Donc ça, c'était pour le troisième point. Maintenant, pour être peut-être plus précis sur réellement le livrable d'un chantier raison d'être, évidemment, vous l'aurez compris à travers les propos de Martin, on ne s'arrête pas à l'expression d'une phrase qui claque dans le vent ou d'un énoncé. Notre vision de la raison d'être
se traduit par la formulation de ce que nous appelons le cahier de raison d'être, qui certes reprend cette phrase, mais surtout est complété par un manifeste qui traduit cet engagement pour l'ensemble des parties prenantes, un certain nombre d'engagements précis et de KPIs et d'indicateurs qui vont pouvoir donner des preuves de la raison d'être dont l'entreprise est en train de se doter. Et puis en général, sur ce livrable, on précise également la gouvernance qui va être mise en place pour suivre l'alignement des décisions de l'entreprise dans le temps, à ce cap, à cette boussole qui a été exprimée par la raison d'être. Un autre exemple qui nous semble vraiment très intéressant, c'est celui de Veolia. Vous voyez reproduit sur ce slide la roue de la performance globale. Veolia nous dit nous avons 5 grandes catégories de parties prenantes qui sont donc la planète, les clients, les actionnaires, les salariés et la société. Vous voyez reproduit dans cette roue de la performance globale les ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies, et à l'intérieur du cercle, formuler 5 grands engagements que Veolia prend vis-à-vis de ses parties prenantes, et à l'intérieur du cercle blanc, 12 enjeux que l'entreprise va s'efforcer d'atteindre sur les 3 années qui viennent, puisque la raison d'être se donne déjà pour première tranche d'objectifs d'atteindre un certain nombre de résultats entre 2020 et 2023. Pourquoi ? Parce que la raison d'être va notamment pendant cette période être traduite dans le plan stratégique de l'entreprise. Donc on voit bien que derrière une raison d'être, on peut trouver, enfin on doit trouver, on va dire même, des engagements, des indicateurs, des KPIs. C'est beaucoup plus précis sur cet extrait du carnet de raison d'être publié par Veolia. On va regarder d'autres exemples juste derrière qui nous présentent la raison d'être de la Maïf. Donc vous voyez à droite un extrait du manifeste et surtout à gauche les 5 engagements très concrets que la Maïf s'engage à poursuivre, qui s'adressent, vous voyez là, à la fois aux sociétaires, aux collaborateurs, c'est-à-dire aux acteurs internes, à la société au sens large, à l'environnement, à travers la contribution à la transition écologique, et puis également, plus globalement, à ses pairs, à travers le développement de modèles d'entreprises engagées. La Maïf est allée jusqu'au stade de la société à mission. Ouais. La Maïf, comme d'ailleurs le groupe Rocher, dont on voit maintenant le slide apparaître, est allé aussi jusqu'à la qualité de société à mission. On pourrait aussi explorer le cas Danone, qui est devenu société à mission fin juin 2020. Et Danone s'est doté de 4 engagements. C'est intéressant parce que vous vous souvenez que la raison d'être de Danone, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et donc ça se traduit par des engagements très précis, non seulement au niveau des produits. Vous voyez que le groupe souhaite améliorer la santé grâce à quoi ? Grâce à un portefeuille de produits plus sains. Il y a un gros travail qui est fait à la fois sur le taux de transformation des produits et sur les valeurs nutritionnelles des marques qui sont mises sur le marché. Il y a un deuxième engagement autour de l'agriculture régénératrice, de la protection du cycle de l'eau, enfin toute la dimension environnementale. Et on retrouve ici aussi l'engagement de Danone sur l'économie circulaire au niveau des emballages. Et puis il y a des engagements internes dans l'association des salariés à la construction du futur de l'entreprise. Et enfin, vis-à-vis de la société au sens large, Danone est chef de file de tout un mouvement autour de l'inclusion. Donc en résumé, une raison d'être est indissociable d'engagement. Et donc je le rappelle, c'est vraiment une phrase, un manifeste, des engagements concrets, des KPIs et une gouvernance qui va suivre cet alignement. Comment fait-on pour formuler ces engagements avec nos clients ? Ça correspond à un long travail itératif à partir d'un groupe de contributeurs, à partir de réflexions du COMEX. Souvent, on entend les équipes de Veolia, Antoine Frérot notamment, dire que la raison d'être a demandé 18 mois de travail et que c'est la 13e version qui finalement a été publiée. Il ne faut pas non plus ignorer le fait qu'au moment où on a trouvé cette phrase et ce manifeste, il va falloir travailler direction métier par direction métier pour la traduire dans des feuilles de route très concrètes. Voilà. Et ça peut même amener jusqu'à une réécriture du plan stratégique. Je vais enchaîner sur le dernier point.
On y est particulièrement sensible chez des enjeux et des hommes venant du monde du change management. Tu disais, la raison d'être, elle doit être incarnée par une ligne managériale. C'est vrai que tout au long du processus, il va vraiment falloir qu'on anticipe le déploiement, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une raison d'être écrite dans un cahier, ni inscrite sur les murs comme au MEDEF. Il s'agit vraiment de s'assurer que la raison d'être, elle est comprise par les équipes, qu'elle est portée à l'extérieur de l'entreprise, qu'elle est déployée au quotidien. On produit, nous, chaque année, un baromètre sur la façon dont les démarches RSE et les raisons d'être sont déployées dans les entreprises, et on s'aperçoit que les résultats sont encore aujourd'hui très décevants, parce que moins de 15% des salariés connaissent la raison d'être de leur entreprise et voient comment la traduire concrètement dans leur day-to-day job. Donc il va vraiment falloir travailler sur ce déploiement et comment faire concrètement. Je crois que là, il faut être ingénieux, mobiliser tous les moyens classiques de conduite du changement et en inventer d'autres. Donc ça peut être du cascading managérial, bien sûr, et là, les managers vont vraiment être mis à contribution. Ça peut être des roadshows. On a vu dans certaines entreprises le COMEX vraiment s'y atteler et faire le tour de toutes les business units, y compris à l'international quand on pouvait encore se déplacer. Et puis il y a des initiatives plus innovantes. J'ai en tête ce qui a été fait dans une des branches du groupe La Poste, où on a proposé un défi photo à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent incarner la raison d'être en situation. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, finalement, pour essayer de définir ce que c'est que la raison d'être transformative, c'est-à-dire l'ambition qu'on se donne, nous, dans les projets d'expression et de déploiement de la raison d'être, c'est finalement faire en sorte que la raison d'être devienne l'outil du manager responsable. C'est toujours difficile de créer, de trouver la bonne imbrication entre le métier quotidien du manager qui a ses échéances, qui croule sous les objectifs, parfois d'ailleurs contradictoires, et puis la notion de responsabilité sociale, environnementale. La raison d'être apporte ça, apporte cette idée de produire une colonne vertébrale qui permet d'orienter l'action, l'activité de l'entreprise. Donc finalement, pour nous, la raison d'être transformative, c'est le fil rouge du développement de l'entreprise pour les décennies à venir, et c'est ce qui va animer le travail quotidien du manager d'équipe. Faire vivre la raison d'être. Voilà la belle mission d'un manager d'équipe qui va essayer d'incarner la raison d'être de son entreprise, alors en espérant qu'il ait contribué à la créer, qu'il a été impliqué dans la logique de ce que disait Agnès tout à l'heure, et bien qui ensuite, lors du déploiement, va poser cette raison d'être dans ses réunions d'équipe et faire en sorte que l'équipe s'empare de cette raison d'être, se l'approprie en se posant la question, qu'est-ce que nous, équipe de l'avant-vente, équipe de la maintenance réseau, qu'est-ce que nous, équipe, on peut faire pour donner vie à cette raison d'être, pour lui faire franchir un pas vers la réalité et vers un niveau d'exigence. Donc c'est ça, le lien entre la raison d'être et les managers que vous êtes, c'est que vous avez là à votre disposition un nouvel outil qui n'attend que le fait que vous vous en saisissiez. Donc bonne chance à tous. Pour vous aider, on a un petit cahier de bonnes pratiques qu'on a fait ensemble, qui propose un certain nombre de facteurs clés de succès. Alors, on en a évoqué quelques-uns, mais voilà, en 3 quarts d'heure, on n'a pas le temps de tout dire. Donc, vous pouvez facilement le télécharger, soit sur le site des enjeux, soit sur le site de Management et RSE. Et puis, on vous donne rendez-vous à une autre occasion si vous voulez vous intéresser davantage à la question de la raison d'être et de la société à mission. Merci à tous. C'était Parenthèse managériale. Ce rendez-vous a été proposé dans le cadre de l'exposition virtuelle du Salon du Management, à retrouver en ligne jusqu'au 23 avril 2022.